Bonjour, je présente aujourd'hui la 23e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Organiser le dépérissement de la bourse jusqu'à sa fermeture ». Et elle se trouve dans la partie 3 de mon programme sur le site internet. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos montrant les différentes mesures à prendre pour sortir de l'euro et de l'Union européenne, la numéro 15 qui traitait du contrôle des changes et des mouvements de capitaux, la numéro 16 qui traitait de la reprise en main de la Banque de France, la numéro 17 qui traitait de l'annulation de la dette publique, la 18 qui traitait spécifiquement de la sortie unilatérale et immédiate de l'euro et du retour au franc, la 19, agir pour une monnaie commune et non unique, la 20, dévaluer le franc, la 21, nationaliser toutes les banques et compagnies d'assurance, la 22, démanteler les marchés financiers. Alors, comment organiser le dépérissement de la bourse jusqu'à sa fermeture et pourquoi faire cela ? Parce que évoquer le dépérissement de la bourse et même sa fermeture pourrait surprendre et donner l'impression d'une inflation verbale ou rhétorique hors de propos. D'autant que le mythe boursier, bien que sévèrement écorné, reste encore tenace. Pourtant, il ne reste plus rien aujourd'hui du postulat du financement des entreprises par la bourse. Au lieu d'accroître leur capital, les sociétés cotées en bourse, en effet, se voient maintenant demander par ce marché de le réduire. Il faut bien mesurer la portée symbolique et pratique de cette nouvelle situation. Les actions émises pour participer au financement des entreprises sont désormais rachetées par ces mêmes entreprises, ce qui équivaut à un remboursement du capital émis à l'origine, comme s'il s'était agi d'obligations remboursables aux prêteurs. De plus, ces rachats d'actions s'effectuent à des prix nettement supérieurs au prix de leur émission. Cela entraîne pour les entreprises qui s'adonnent à cette pratique un effort financier beaucoup plus important que celui qui représente le remboursement du capital des emprunts. La relation entre l'entreprise et ses actionnaires est donc inversée. Ce ne sont plus les actionnaires qui financent l'entreprise, c'est l'entreprise qui finance ses actionnaires. Ces derniers sont des prédateurs qu'il faut empêcher de nuire. Une des racines les plus profondes de la crise du capitalisme contemporain se trouve dans le système boursier. Pour le bien des entreprises, qui doivent être considérées comme des organisations productives, fabriquant des biens et des services utiles, il faut organiser le dépérissement de la bourse jusqu'à sa fermeture et libérer les entreprises de leurs actionnaires. Alors que la bourse était censée apporter de l'argent frais aux entreprises qui y sont cotées, on constate que le montant des émissions d'actions nouvelles est inférieur à la somme des dividendes et des rachats de leurs propres actions par les entreprises. Autrement dit, les actionnaires, c'est-à-dire les fonds de pension, les zinzins, etc., pressurent les entreprises. Ces actionnaires ne sont pas fidèles à l'entreprise. Ainsi, à la Bourse de Paris, la durée de détention moyenne apparente des actions françaises cotées est de 8 mois. On observe cependant des différences de comportement en fonction du type d'agent économique concerné. La durée de détention en direct des actions françaises cotées par les ménages est de 2 ans et 10 mois. Les sociétés qui sont dans une logique de participation à la vie de l'entreprise conservent en moyenne 9 ans et 10 mois les actions qu'elles détiennent. La durée de détention des actions françaises cotées par les OPCVM est relativement courte, 1 an et 1 mois. La durée de détention moyenne des non-résidents est la plus brève, 4 mois, alors qu'ils sont les plus gros actionnaires.
En effet, les principaux actionnaires des entreprises cotées à la Bourse de Paris sont désormais des investisseurs institutionnels anglo-saxons qui ne recherchent que la rentabilité maximale à court terme. Des actionnaires aussi volages ne peuvent avoir une vision correcte de l'activité de l'entreprise. La bourse, normalement, en système capitaliste, est réputée apporter des capitaux aux entreprises privées afin qu'elles développent leurs investissements productifs. Ces capitaux viennent de la vente des actions des entreprises qui s'inscrivent à la bourse ou qui, déjà inscrites, augmentent leur capital par de nouvelles émissions d'actions. Ce schéma n'est plus qu'une fiction. La bourse apporte de moins en moins de financement aux entreprises. Si la bourse apportait vraiment des capitaux productifs aux entreprises, la logique voudrait alors que le nombre d'entreprises inscrites à la bourse, le nombre et le montant des actions émises croissent sans interruption, puisque les entreprises ont toujours besoin de capitaux pour leurs investissements. C'est globalement ce qui s'est passé depuis la création des bourses. Or, le phénomène inverse s'observe depuis quelques années. C'est ainsi, par exemple, pour confirmer cette évolution, que le supplément économie du journal Le Monde du 4 septembre 2012 titrait sur toute sa largeur « La fin de la Bourse de Paris, point d'interrogation ». Les raisons de cette interrogation reposaient sur deux éléments. D'abord, jamais les entreprises françaises n'avaient obtenu si peu de financement de la bourse. 43% seulement de leurs investissements en 1998 contre 3,3% en 2011. Le reste venant des crédits bancaires classiques, de l'émission de titres de dette et de l'autofinancement. Ensuite, jamais aussi peu d'entreprises ne s'étaient inscrites à la Bourse de Paris, Euronext. 52 en 2007, 3 en 2009, 10 en 2012 et 26 en 2014 pour 41 retraits. Mais le monde oublie trois éléments très importants. Premièrement, le nombre d'entreprises cotées à Euronext Paris, qui est le nouveau nom de la Bourse de Paris, a baissé de 650 en 2002 à 598 en 2008 pour remonter à 1035 en 2009. Deuxièmement, la capitalisation boursière des actions, c'est-à-dire la valeur de chaque action cotée multipliée par le nombre d'actions émises, a baissé de 1 702 milliards d'euros en 2006 à 1 002 milliards en 2008 pour remonter un petit peu en 2014. Troisièmement, les rachats d'actions prennent une dimension considérable. En 2012, les entreprises ont racheté pour 4 milliards d'euros de leurs propres actions, tandis que les émissions de nouvelles actions se sont élevées à 10,8 milliards seulement, soit un montant net de 6,8 milliards, très faible. Le rachat d'actions consiste pour une entreprise à annuler en les rachetant ses propres actions pour éviter une dilution de son capital et redonner l'argent aux actionnaires. Parallèlement, l'ouverture du capital des entreprises aux investisseurs institutionnels, particulièrement anglo-saxons, a modifié la stratégie de ces entreprises pour leur faire adopter des stratégies de recentrage sur leur cœur de métier. Pourquoi ? Parce que les zinzins, c'est-à-dire les fonds de pension, les fonds mutuels, les hedge funds, etc., exigent une rentabilité d'au moins 15% par an. Un tel niveau de rentabilité ne peut être obtenu dans des groupes diversifiés où, par définition, certaines activités, tout en restant très rentables, le seront malgré tout moins que d'autres. Résultat, la rentabilité globale de l'entreprise n'est qu'une moyenne et incorpore des secteurs moins rentables que d'autres. Or, les zinzins ne veulent que les secteurs dans lesquels la rentabilité est la meilleure. D'où les ventes et fermetures des secteurs donnant moins de 15% de rendement, mais qui sont rentables quand même, et surtout souvent utiles à la pérennité, à la stabilité et à la cohérence d'une grande entreprise. Ce sont alors les fusions, acquisitions
LBOs, licenciements boursiers pour ne garder dans les groupes que le cœur de métier le plus rentable qui permettra de servir les 15% demandés par les zinzins. Ces derniers ne s'intéressent pas aux activités des entreprises dont ils sont actionnaires. Ils ne s'intéressent qu'à leur cours de bourse et ne restent que peu de temps actionnaires des entreprises. Ils ne sont pas là pour apporter des capitaux productifs à l'entreprise, mais au contraire pour presser l'entreprise comme un citron. C'est ainsi que les fonds non résidents possédaient 39% des actions des entreprises membres du CAC 40 en 2008 et 47% en 2013. Le rachat de leurs propres actions par les entreprises est un nouveau sport à haut risque. Le rachat d'actions consiste pour une entreprise à annuler, en les rachetant, ses propres actions pour éviter une dilution de son capital et ainsi dépenser beaucoup d'argent de manière improductive pour augmenter la valeur boursière de chaque action. Le 27 octobre 2009, le conseil d'administration d'International Business Machines, IBM, autorisait un rachat d'actions totalisant 5 milliards de dollars. Le 15 mars 2010, la société du soda et des snacks PepsiCo Inc. a donné le feu vert à un énorme programme de rachat d'actions pour 15 milliards de dollars. Le 24 janvier 2011, le géant des microprocesseurs Intel a annoncé dans un communiqué qu'il augmentait son programme de rachat de ses propres actions de 10 milliards de dollars, portant celui-ci de 4,2 milliards de dollars à 14,2 milliards. De telles annonces sont quotidiennes ou presque. Elles ont conduit l'autorité des marchés financiers, l'AMF, en France, à se réjouir que le volume des émissions d'actions nouvelles dépasse le volume des rachats d'actions. Je cite, « Pour la première fois depuis plusieurs années, la contribution nette du marché au financement en capital des entreprises, déduction faite des rachats d'actions, est redevenue positive, nous dit l'AMF. Pour l'économiste vedette Patrick Artus, je cite, « La contribution de la bourse au financement de l'économie se mesure par la différence entre les émissions d'actions d'une part, la distribution des dividendes de l'autre. Contrairement à une idée répandue, cette contribution est structurellement faible. Cela ne diminue pas le rôle des émissions d'actions pour une entreprise particulière, mais cela montre que l'essentiel du financement des entreprises non financières passe par les canaux de l'autofinancement et de l'endettement. Comment mieux dire que la bourse ne sert plus à rien pour le financement des entreprises, bien au contraire. Un constat qui est confirmé par un texte écrit en 2007 dans la délicate langue de coton en vigueur à l'INSEE. Je cite, « L'essor des dividendes s'est accompagné d'une augmentation des rachats d'actions qui constituent également un moyen indirect pour les sociétés cotées de rémunérer leurs actionnaires en favorisant la montée du cours des actions. Si l'ampleur de ce phénomène est difficile à évaluer, il semblerait toutefois que le mouvement s'accentue depuis 2000, en particulier aux États-Unis, c'est ce que dit le FMI en 2006. En France, les rachats d'actions par les sociétés du CAC 40 ont atteint un montant annuel proche de 8 milliards d'euros en moyenne entre 2003 et 2006, soit près de 1% de la capitalisation boursière moyenne chaque année. La réforme autorisant les sociétés à racheter leurs propres actions résulte de la loi du 2 juillet 1998 qui a libéralisé le rachat par les sociétés de leurs propres titres de capital. Elle a été proposée par le célèbre ministre socialiste des Finances de l'époque, qui n'était autre qu'un certain Dominique Strauss-Kahn, massacreur des peuples avec les plans d'austérité qu'il a imposés lorsqu'il était au FMI, de connivence avec l'Union européenne. Avant cette loi
l'article 217 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prohibait l'achat par une société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son nom. Je demande l'abrogation immédiate de cette loi et le ferai si j'arrive au pouvoir. Le montant total des rachats d'actions est devenu un secret bien gardé. Jusqu'en 2005, l'ancienne commission des opérations de bourse, la COB, diffusait dans ses rapports annuels des statistiques sur les rachats d'actions. On pouvait ainsi apprendre qu'ils avaient représenté les montants suivants à la Bourse de Paris: 12,8 milliards d'euros en 2000, 23,1 en 2001, 11,1 en 2002, 10,2 milliards en 2003. En 2007, selon la Banque centrale des États-Unis, le montant des rachats d'actions s'est élevé à 630 milliards de dollars dans ce pays. Mais entre-temps, la loi numéro 2005-842 du 26 juillet 2005, soi-disant pour la confiance et la modernisation de l'économie, a annulé la nécessité d'un visa pour les programmes de rachat d'actions. Ce visa était délivré par la COB, puis par la structure qui l'a remplacé, l'autorité des marchés financiers, l'AMF. On comprend pourquoi ce visa a été supprimé. Il évite de mettre en pleine lumière ce scandale incroyable qui fait que le montant des rachats d'actions est supérieur au montant des émissions d'actions nouvelles, témoignant du caractère prédateur de la bourse sur les entreprises. Le financement des entreprises par le mécanisme boursier, plutôt que par l'emprunt bancaire, n'est absolument pas nécessaire pour leurs investissements. Il est même de plus en plus néfaste pour les entreprises elles-mêmes. Les actionnaires pompent parfois désormais davantage de capitaux des entreprises qu'ils ne leur en apportent. Sans parler des scandales à répétition qui ont fait des marchés boursiers des espaces de fraude, de délits d'initiés et de corruption généralisée. On constate un prélèvement net des actionnaires sur les entreprises au mépris de leur équilibre financier et de leur développement durable. L'influence des actionnaires boursiers s'est exercée dans le sens de la décapitalisation des entreprises. De plus, la dictature de l'actionnariat impose aux entrepreneurs des orientations qui non seulement ont des conséquences sociales et environnementales dévastatrices, mais ne tiennent même pas compte de la pérennité de l'entreprise, devenue une marchandise comme une autre, achetable puis jetable, sans parler de l'utilité réelle des productions pour le pays d'implantation, souvent contestable. D'après David Rockefeller, dans Newsweek de février 1999, je cite « Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate. » Ce nouveau pouvoir s'exprime notamment aujourd'hui par la bourse. Tout ce qui fait monter la bourse sera considéré comme bon par les plus fortunés. Pour y parvenir, la méthode sera de faire pression sur les entreprises et d'exiger d'elles des rendements impossibles de 15 voire 20%. Comment y parvenir quand la croissance économique générale n'est que 2 ou 3%? Les dirigeants d'entreprises, aidés par les États, vont alors utiliser divers moyens. Diminution de la masse salariale essentiellement par les licenciements et la pression sur les salaires, compensée par une obligation faite aux salariés restant de travailler toujours plus, délocalisation dans des pays à bas coût du travail, endettement de l'entreprise auprès des banques qui feront de juteux profits pour que l'entreprise rachète ses propres actions, permettant ainsi aux actionnaires d'encaisser de confortables dividendes et plus-values. Trucage des comptes pour tromper les actionnaires, exemple Enron. Fusion, acquisition, absorption, non dans un but industriel ou commercial, mais pour favoriser une augmentation de la valeur des actions, pour convaincre les actionnaires d'une entreprise de vendre leurs actions à une autre entreprise
qui veut les racheter, il faut nécessairement leur proposer un prix attractif. En 2006, dans le monde, les fusions-acquisitions ont représenté 2736 milliards d'euros, soit l'équivalent de 342 entreprises de la taille d'Air France qui auraient changé de main. Ces comportements sont nuisibles aux entreprises et à l'emploi. Personnel trop mobile, trop stressé et donc souvent démotivé. Stratégie à court terme, aux dépens d'une stratégie de développement de longue durée. Fragilisation de l'entreprise à cause de l'endettement. Les actionnaires achètent le consentement des dirigeants d'entreprise en leur votant des salaires scandaleusement élevés. Ils ont été multipliés par 50 depuis 1970, en leur distribuant des stock options et en leur offrant des parachutes en or en cas de licenciement. Les plus gros entrepreneurs sont en fait désormais des actionnaires déguisés en dirigeants d'entreprise. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux ont connu 30 années de quasi-plein emploi. L'inflation était élevée et la bourse ne jouait qu'un rôle mineur dans l'économie. Aux États-Unis, le 1% des personnes disposant des plus hauts revenus possédait avant-guerre 17% des patrimoines. À la fin de la guerre, grâce aux politiques de répartition des richesses, ils n'en possédaient plus que 8%. Dans les années 1970, grâce aux luttes sociales et à l'inflation, leur part est retombée à 2 ou 3%. Ronald Reagan et Margaret Thatcher mettaient alors en œuvre le néolibéralisme pour favoriser les classes dominantes. Résultat, la lutte contre l'inflation devenait l'objectif principal. Et dans les années 1990, le 1% des personnes les plus riches des États-Unis possédait à nouveau 17% des richesses. On retrouve le même phénomène dans tous les pays, avec l'enrichissement des plus riches. Le pouvoir politique doit donc reprendre la main sur la bourse. Comme disait le général de Gaulle, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille.